Il est resté à la regarder ainsi pendant plus d'une heure, à observer ce corps sanglant qu'il avait déshabillé, cette tête défoncée qu'il avait maintenue dans l'eau de la baignoire jusqu'au dernier soubresaut. Il est resté à la regarder ainsi et il se demandait pourquoi il avait fait cela. Du moins, c'est ce qu'il a avoué ensuite aux policiers. Je pense personnellement qu'il a menti. Lorsque le commandant de la brigade criminelle de Nice est entré dans le petit appartement de la rue Guilia, ce sont les giclures de sang qu'il a vues en premier, des traînées brunâtres sur le mur blanc, des traces jusqu'à 2,50 m, certaines touchant presque le plafond. Quelques secondes plus tard, en pénétrant dans la salle de bain, le policier a compris tout de suite pourquoi la voisine s'était inquiétée. Le corps nu d'une jeune femme, pieds et poings liés, visiblement poignardée à de nombreuses reprises, était coincé entre la baignoire et la cuvette des WC. Le légiste va également découvrir plusieurs plaies profondes sur le crâne, plaies provoquées sans aucun doute par un lourd objet contondant. On était le 24 août 1997, il était 22h10 et l'on venait de découvrir la raison de la disparition depuis 4 jours d'Isabelle Burguet. La voisine avait raison, elle qui avait entendu les bruits de dispute, elle qui avait finalement appelé la police. Cette odeur qui montait de l'appartement de Mlle Burguet n'était pas normale. Vous savez, elle était toujours si bien soignée sur elle. La première constatation de la brigade criminelle, les clés de l'appartement avaient disparu et les 2 verrous de la porte d'entrée étaient fermés. Rien ne semblait avoir été volé. On écoute donc le répondeur de la ligne de l'appartement. Il y a plusieurs messages d'un certain Romuald, à l'évidence, d'après le ton de ces messages, un ami intime. À l'autopsie, aucune violence sexuelle, pas de traces non plus de rapport consenti. Pendant qu'on transporte le corps à l'Institut médico-légal, les enquêteurs tentent d'abord de répondre à la question fondamentale, mais qui est cette jeune femme au corps ainsi massacré ? Alors on trouve, elle s'appelle Isabelle Burguet, elle a 33 ans et dans le quartier on la dessine comme une jolie femme brune, élancée, sérieuse, compétente. Bonne scolarité, c'est une enfant qui ne pose aucun problème à ses parents, bac avec mention, puis à 18 ans, interne au lycée hôtelier de Blois, elle y étudie durant 3 ans et obtient un BTS d'hôtellerie-restauration. Isabelle est déjà considérée comme un bon élément professionnel dans les différents endroits où elle travaille. En 92, elle arrive à Aix-en-Provence et c'est là d'ailleurs qu'elle fait la connaissance d'un garçon du même âge qu'elle et qui a suivi à peu près le même cursus professionnel. On s'arrête un instant sur ce garçon. Plutôt beau, très extraverti, qui en fait fragile psychologiquement. Il a souffert de plusieurs épisodes dépressifs dans son adolescence, conséquence de ses échecs professionnels ou amoureux. Romuald de Talon, c'est son nom, n'a pas le même parcours qu'Isabelle. Il a raté sa scolarité et n'a décroché qu'un CAP de cuisine. Mais il sait se mettre en valeur et dirige d'ailleurs un hôtel au moment où il rencontre Isabelle. Alors là, les témoignages sont unanimes. Isabelle a eu le coup de foudre pour Romuald. Lui aussi est tombé amoureux. Les 2 jeunes gens se mettent en ménage et ça va durer plusieurs années, jusqu'en 1996. À cette date, ils se séparent. Pourquoi ? C'est simple. Romuald, s'il éprouve de profonds sentiments pour Isabelle, n'en est pas moins un séducteur. Il multiplie les aventures. Isabelle le sait, le voit, en souffre. Le couple n'en gère pas moins un petit restaurant à la Bellefontaine, à Nice, même si Isabelle s'est choisi un studio où Romuald la rejoint de temps en temps. Quelques mois, ils revivent ensemble, mais Romuald ne tient pas ses promesses de fidélité et survient un événement qui sera probablement le marqueur du drame. Isabelle se découvre enceinte, elle le dit à Romuald qui, sérieusement ou pas, doute devant elle de sa paternité. Isabelle, vexée, humiliée, décide d'avorter. Romuald est choqué. Peut-être comprend-il à cet instant qu'Isabelle va lui échapper, elle que leurs amis dépeint comme une professionnelle solide et entreprenante, mais aussi comme une fille, disons, un peu naïve et soumise aux caprices de celui qu'elle aime. D'ailleurs, à l'audience, l'un d'eux va raconter au juré, vous savez, il la considérait un peu comme sa chose, il l'humiliait publiquement, on avait un peu mal pour elle. L'autre choc qui va sans doute détruire Romuald, c'est ce que Isabelle lui annonce. Elle rompt définitivement leur liaison. D'abord, Romuald n'y croit pas, elle reviendra, es-tu revenu ? Mais cette fois-là, elle ne revient pas. Elle est de nouveau amoureuse. Elle a rencontré un autre homme avec lequel elle sent pouvoir refaire sa vie. C'est un Italien, il s'appelle Maurizio. Dans son journal intime que l'on va retrouver, Isabelle raconte son nouvel amour.
Romuald, elle le chasse de sa vie, mais lui, il s'accroche. Et plus elle le repousse, plus il revient tenter de la reconquérir. Du coup, le restaurant est mis en dépôt de bilan, Romuald bascule dans une sorte d'errance. Il avait complètement déraillé, il buvait comme une éponge et devenait agressif, dira l'un des témoins. Il est vrai que d'autres de ses amis, entre guillemets, viennent de le décrire jaloux, possessif, orgueilleux, violent et pervers. Même si tout de même Romuald est touché par la séparation d'avec Isabelle, son moral n'est pas complètement atteint. Il entretient une maîtresse attitrée à laquelle il a 100 fois promis le mariage et ne se cache pas d'autres rencontres avec lesquelles il va flamber, comme on dit, dans les casinos de la côte. À ce rythme-là, évidemment, le restaurant à la Belle Fontaine dépérit et c'est sous, d'ailleurs, ce prétexte de remonter la pente que Romuald se rend chez Isabelle au matin du 20 août 97. Alors à partir de là, il y a deux versions. La version mensonge et la version aveu. La brigade criminelle a donc, dès le 24 août, identifié Romuald de Talon, mais elle le cherche et ne le trouve que le lundi chez sa maîtresse attitrée, qui n'est au courant de rien. Le seul indice que les policiers vont découvrir est une contravention sur la voiture de Romuald, une contravention dressée le 20 août précisément, à 16h08 devant le studio d'Isabelle. Cela prouvait simplement que Romuald était venu. Il va d'ailleurs le reconnaître, version mensonge, en racontant ceci. En effet, je suis allé chez Isabelle vers 9h30, son ami Jackie d'ailleurs était là, on a bu un café, puis Jackie est parti. Alors je suis resté quelques instants, puis je suis allé au restaurant, Isabelle devait me rejoindre, mais elle n'est pas venue. J'ai tenté de la joindre par téléphone ensuite, mais elle était sur répondeur. Bon, après le service du déjeuner, j'ai fermé le restaurant, alors après je suis allé au studio. Dans son récit, Romuald justifie ainsi la présence de sa voiture. Il affirme avoir sonné plusieurs fois à la porte, avoir rappelé au téléphone, puis il va chez une de ses maîtresses et il y passe la nuit avec elle. Ou alors, il discute avec une des serveuses qui lui aurait dit « Tu sais, Isabelle ne reviendra pas, elle a trouvé un gars plein de fric. » Romuald tente de s'accrocher à sa version, mais les heures passant, les heures d'interrogatoire, il va finir par s'allonger, comme disent les policiers, et c'est la version aveu. Autant vous le dire tout de suite, la lecture de l'ordonnance de renvoi en assise, même faite d'une voix qu'on tente de garder égale, a quand même fait passer un souffle glacial dans la salle d'assises. Le début est le même, Romuald chez Isabelle, le petit café, Romuald demande à Isabelle si elle accepte de venir avec lui travailler sur la comptabilité du restaurant. Ensuite, version Romuald, nous avons parlé aimablement car nous avions encore beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Juste avant de partir, je l'ai embrassée sur la bouche, elle a été étonnée, mais elle ne m'a pas repoussé. Mettons. Il continue. Après ce baiser, nous sommes retournés nous asseoir sur le canapé, nous avons discuté de nos erreurs. Et là, Romuald ment. Il se dessine de nouveau comme un dominant. Je ne voulais pas qu'on se remette ensemble tout de suite, valait mieux garder nos appartements et attendre un peu. Ce que Romuald aura du mal à avouer, c'est qu'Isabelle avait une sorte de blocage sexuel à son égard depuis quelque temps, lasse de son infidélité, qu'elle ne pouvait plus faire l'amour avec lui. En quelque sorte, il n'était plus maître du corps d'Isabelle. Il reprend. Nous étions pressés, alors que nous allions sortir, elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié les papiers de la comptabilité, le paquet de factures à mettre en ordre. Nous sommes rentrés dans le studio et là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai pris le fer à repasser sur la table basse et je lui ai tapé la tête. Alors, on va s'arrêter là une seconde parce que l'horreur est à venir. Toute la défense, j'allais dire l'excuse de Romuald, va être de dire « je ne sais pas ce qui s'est passé, un coup de folie, tout a basculé, etc. etc. » Tout n'est que mensonge, dira plus tard maître Rouet-Emery, l'avocate de la famille Burguet. Une autre approche est possible. Non pas le coup de folie, mais le coup de colère. Lorsque les médecins lui parlent, ils observent ceci. Le sujet, Romuald, le sujet ne présente pas de trouble psychiatrique à l'exception d'un syndrome dépressif auquel s'ajoute un état éthylique persistant. À bien y regarder, on s'aperçoit que le socle psychologique de Romuald Talon n'est pas aussi solide que son apparence pourrait le faire penser. Sa personnalité est marquée par la dislocation du couple parental, le père bat la mère, celle-ci ayant fini par lui avouer que son mari n'est pas son père biologique. Le suicide de son grand-père, la démence de sa grand-mère et le divorce de ses parents, tout ça participe également à la déstructuration psychique de Romuald Talon. Tout cela pour essayer de comprendre
comprendre, pas excuser. Que s'est-il réellement passé entre les deux ex-amants? Isabelle lui a-t-elle lancé au visage son nouvel amour? Le coup de folie que Romuald tente de faire accréditer n'est-il pas simplement un coup de colère, de jalousie, d'humiliation? Elle le rejette, elle ne veut plus être son objet, elle se révolte, il craque, il tape. Il lui fracasse même la tête à coups de fer à repasser. Il va avouer, elle est tombée, elle a crié, on s'est battu, je l'ai traînée sur le canapé, puis je suis allé vomir dans la salle de bain. Elle était toujours sur le canapé et tenait une serviette contre sa tête, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait tout cela. Dans la salle d'assises, tout le monde retient son souffle. On sait que le pire va venir. Il va dans la cuisine et s'empare d'une sorte de broche à rôtisserie et revient dans le salon. À cet instant, il dira aux enquêteurs « Je me suis rendu compte que j'étais allé trop loin, il fallait que je la fasse taire. » Isabelle s'était péniblement relevée, il va la frapper dans le dos, elle se retourne en hurlant, il la frappe de face, elle s'effondre. Elle m'appelait Romuald, elle me suppliait d'appeler à l'aide. Je me suis assis sur le canapé, puis je l'ai regardé. Il va l'observer ainsi pendant plus d'une demi-heure. Il n'a pas réalisé qu'il avait poignardé 27 fois. La pauvre fille est à ses pieds, elle gémit, elle perd son sang. Soudain, il comprend ce qu'il a fait et il décide d'en finir. D'abord, il remplit la baignoire, déshabille Isabelle, qui n'a plus la force de réagir. Il va lui ligoter cheville et poignet et lui plonger la tête dans l'eau. Elle a mis du temps à ne plus bouger. Lorsque je l'ai lâchée, elle est retombée entre la baignoire et la cuvette des WC. Je ne sais pas si elle était encore vivante, je pense qu'elle était morte. Ensuite, j'ai essayé de nettoyer tout ce sang. L'agonie d'Isabelle aura duré 6 heures. À chaque minute, Romuald aurait pu la sauver. Il n'a fallu qu'1 heure aux jurés de Nice pour décider de leur verdict. Réclusion criminelle à perpétuité et 20 ans de sûreté. Ce soir-là, Isabelle aurait eu 30 ans. Ce soir, Romuald est encore enfermé dans sa cellule, sans doute. Y entend-il encore les cris désespérés d'Isabelle qui le suppliait de ne pas l'achever? Alors, peut-il dormir?